Merci et j'invite la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, à nous adresser quelques mots. Madame la mairesse, je vous invite à activer votre micro. Merci beaucoup, Catherine, et je tiens à saluer mes collègues qui m'accompagnent ce matin. Madame Olivier, présidente du comité exécutif, Monsieur Liebman, directeur et coordonnateur de la sécurité civile à Montréal, ainsi que Monsieur Serge Lamontagne, le directeur général de la ville de Montréal. Alors, merci à tous et à tous et à toutes d'être présents pour cette conférence de presse qui, bien sûr, se fait à distance pour des raisons évidentes. Alors, le variant Omicron nous amène à prendre des précautions supplémentaires et nous appelle à la plus grande vigilance. La situation épidémiologique a rapidement changé. Seulement hier, Montréal a enregistré 1455 nouvelles personnes touchées par la COVID. Avec les nouvelles mesures de prévention annoncées par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal répond à l'appel et se donne les moyens de protéger les travailleurs essentiels de l'agglomération et d'assurer la continuité des services publics. J'annonce donc que j'ai signé ce matin la déclaration décrétant l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération de Montréal. L'état d'urgence, c'est un outil supplémentaire qui va nous permettre d'affronter avec agilité cette période d'instabilité qui affecte les personnes vulnérables, les commerçants, les entreprises et les ménages montréalais. Fort de notre expérience des 20 derniers mois, nous serons encore une fois au rendez-vous pour assurer la sécurité des travailleurs essentiels de l'agglomération et de toute la population montréalaise. Depuis le début, nous travaillons avec Québec et la santé publique en fonction des besoins exprimés et de leur évaluation épidémiologique. Nous allons continuer notre étroite collaboration avec la santé publique pour limiter la propagation du virus et soutenir la population. L'état d'urgence va permettre d'assurer la continuité des services publics pendant la crise sanitaire. L'arrivée du variant Omicron force un changement soudain et drastique dans la gestion des éclosions en milieu de travail et en milieu de vie. Les exigences du nouveau protocole d'isolement en milieu de travail peuvent avoir des conséquences importantes sur l'offre de services et cet outil supplémentaire nous permet d'assurer le maintien des services à la population. Par exemple, nous pourrons acheter du matériel de protection et de dépistage aux employés essentiels de l'agglomération. Nous pourrons conclure toutes les ententes nécessaires pour mettre en place des sites d'hébergement d'urgence rapidement en soutien au réseau de la santé et aux organismes communautaires. Aujourd'hui, les plus vulnérables de notre société ont besoin du réseau de la santé, du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Nous répondons encore présents. Je tiens à souligner le travail remarquable et sans relâche de nos ressources communautaires en itinérance et des organismes des intervenants sociaux. Nous savons que les organismes ont besoin de prévisibilité. C'est d'ailleurs pourquoi nous allons doubler mercredi dans le budget de la Ville de Montréal les sommes allouées à la lutte à l'itinérance. Mais les besoins sont grands et la situation nécessite une réponse immédiate. Le réseau de la santé a fixé l'objectif des 1550 places dans les refuges réguliers, les unités de débordement et les haltes chaleur. À ce jour, 1434 places sont disponibles. La pandémie cause beaucoup de pression sur les ressources en itinérance. Ce nouvel outil va nous permettre de soutenir les organismes communautaires qui sont à bout de souffle, mais aussi pour aider le gouvernement du Québec et les réseaux de la santé qui sont responsables de l'itinérance. Les pouvoirs de l'état d'urgence nous donnent les moyens supplémentaires pour mobiliser rapidement des lieux et mettre en place des sites en nombre suffisant pour répondre aux besoins du réseau de la santé et des organismes. En terminant, je m'adresse aux Montréalaises et aux Montréalais. Nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour réussir à faire face à la recrudescence de ce nouveau variant. Nous avons tous et toutes le devoir de respecter les consignes de santé publique. Je sais que la situation, elle est difficile, mais on l'a déjà vécu, puis on sait qu'on peut passer au travers. Comme on l'a fait par le passé, alors j'invite tous et chacun à respecter les consignes, à limiter leurs échanges avec la population parce que ce virus, Omicron, est extrêmement contagieux. Il se propage à une vitesse très rapide. Alors, pour le bien de ceux que l'on aime, des gens autour de nous, de nos amis, de notre famille,
Je vous demande, chers Montréalais, Montréalaises, de faire preuve d'énormément de prudence. Et je tiens à vous rappeler que la Ville de Montréal sera là pour soutenir encore une fois tout le monde, pour ne laisser personne derrière et que cette crise, cette nouvelle vague, eh bien, on va la traverser ensemble comme on l'a fait auparavant. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Je vous invite à désactiver votre micro. Monsieur Liebman, je vous invite à activer votre micro. D'ici votre allocution, j'invite également les représentants des médias qui sont parmi nous à bien se nommer et nommer le média qu'ils représentent. Alors, Monsieur Liebman, la parole est à vous. Merci. Merci, Madame la mairesse. Comme vous savez, aujourd'hui, on déclare l'état d'urgence sur l'agglomération de Montréal. Il ne faut pas oublier que ça fait depuis le tout début de 2020 que le Centre de sécurité civile a activé le plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal. On a passé les différentes étapes. On est allé d'alerte à intervention. On a retourné en mode alerte plus tôt cette année, à la fin 2021. Et malheureusement, tous les indices épidémiologiques et les experts en la santé publique nous dressent un portrait assez dévastateur qui nous retourne dans le mode intervention du plan de sécurité civile. Et on va poursuivre nos efforts de coordination avec l'ensemble des organismes communautaires. Mais il faut se rappeler que les efforts de coordination ont continué sans relâche depuis le tout début 2020 et même au cours des derniers mois pour mettre en place tous les plans de contingence. La déclaration de l'état d'urgence aujourd'hui nous donne les outils supplémentaires pour agir très rapidement pour la protection de nos employés des services essentiels ainsi que la protection de la population de l'agglomération de Montréal. Donc, merci beaucoup de votre soutien et je réitère les propos de Madame la mairesse. Soyez prudents tout le monde, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Littman. Alors, c'est ce qui conclut les prises de parole. Quelques mots sur la période de questions. J'inviterai les représentants des médias à lever la main pour signifier leurs questions. Je vais m'occuper de la modération. Alors, je vous inviterai à allumer votre micro et le fermer suite à votre question. On va commencer par une question en français, puis on continuera avec les questions en anglais. On va se limiter à une question par représentant des médias. Alors, je commencerai, s'il vous plaît, avec Monsieur Zachary Goudreau du Devoir. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bonjour, bonjour Madame Plante, je suis content de voir que vous semblez aller bien. Je voulais vous demander, avec le recul, bon, on se souvient, le 23 août, on avait levé l'état d'urgence local. Évidemment, la situation était bien différente de maintenant, mais avec le recul, est-ce que vous vous dites on aurait peut-être dû ne pas le lever, tout simplement? Merci beaucoup, Monsieur Goudreau, pour votre question. La réponse, c'est non, c'était la bonne chose à faire que de cesser d'enlever l'état d'urgence à ce moment-là. Pour nous, l'état d'urgence, c'est pas un mode de fonctionnement qui peut durer, qui doit être en place de façon permanente. Et comme Monsieur Liebman le disait, sans être en mode en état d'urgence, le CCMU est toujours demeuré en mode alerte. Et ça, c'est une vigie constante qui nous permet de réagir en fonction de la situation. Donc, la réponse, c'est que non, nous ne regrettons pas. C'était la bonne chose à faire que d'enlever l'état d'urgence. Il faut l'utiliser avec à bon escient. Il faut savoir aussi que l'état d'urgence met une pression quand même importante sur un budget et de là l'importance dans cette idée de contrôle des dépenses, mais aussi des différentes opérations de pouvoir l'utiliser lorsque c'est nécessaire. Et aujourd'hui, c'est le bon moment en concertation avec la santé publique, le CCMU et bien sûr le gouvernement du Québec. On juge qu'on le rétablit étant donné la virulence de ce variant Omicron, parce qu'il y a quelques semaines, on n'était pas du tout dans ce scénario-là. Tout était sous contrôle. Alors pour nous, l'état d'urgence doit être utilisé au bon endroit, au bon moment, si je peux dire. Et par rapport au mois d'août ou à l'an passé, là, qu'est-ce que
Parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire prioritairement? Qu'est-ce qu'on compte faire prioritairement avec cet état d'urgence-là? Vous avez parlé de l'itinérance, achat de matériel sanitaire. On manque de lits en ce moment, j'imagine, pour les sans-abri. Qu'est-ce qu'on va faire prioritairement dans les prochains jours avec cet état d'urgence-là? Merci pour la question. Je vais laisser M. Liebman vous répondre plus précisément. M. Liebman qui est en charge, bien sûr, du centre de contrôle des agents CCMU. Attendez une minute. M. Liebman, voilà, j'ai un petit blanc encore sur le... Allez-y donc, M. Liebman, donnez-nous l'acronyme. Merci. Le CCMU, c'est le Centre de coordination des mesures d'urgence. Voilà. Et effectivement, on agit quand même sans arrêt depuis le début de cette pandémie. Mais là, le fait de passer en mode intervention et de déclarer l'état d'urgence, on va prioriser immédiatement l'acquisition du matériel nécessaire pour la protection de tous les employés qui doivent demeurer au travail, nonobstant les mesures qui sont prises par le gouvernement pour limiter la propagation. Il y a quand même plusieurs travailleurs de différents services, le service incendie, les pompiers et pompières, les agents de prévention, les policiers et policières, les travailleurs au service de l'eau, les usines de filtration et d'épuration d'eau, les cols bleus qui s'occupent du déneigement. Donc, on doit absolument, il y en a sûrement d'autres que je ne mentionne pas, mais la première priorité, c'est de préserver la santé et la sécurité de ces employés-là pour être capable d'assurer la continuité des opérations. Donc, on achète d'ores et déjà les équipements de protection nécessaires pour ces employés, incluant un protocole qu'on met en place avec la Direction régionale de la santé publique pour des tests rapides afin d'être capable de moduler les périodes d'isolement de personnes, d'employés critiques qui ont été en contact avec un cas positif. Comme vous pouvez imaginer, on ne peut pas les isoler pendant 10 jours de façon préventive parce qu'il y a un impact sur la continuité des opérations. Donc, avec la DRSP, la Direction régionale de santé publique, on essaye de trouver des moyens avec des tests rapides et d'autres mesures de protection, avec les enquêtes, de s'assurer qu'on peut préserver la force de frappe pour les citoyens de l'agglomération sans mettre en péril quand même les autres employés et la population avec la propagation du virus. Entre autres, et également tout ce qu'on doit mettre en place pour préparer les places d'hébergement supplémentaires pour les personnes en situation de vulnérabilité. On sait que la COVID a un impact important parmi cette population-là. S'il y a des éclosions, on doit d'ores et déjà avoir toutes les mesures en place pour les héberger et pour prendre soin d'eux. Donc, c'est ça qu'on commence à mettre en place immédiatement à l'aide de la déclaration de l'état d'urgence. Merci beaucoup, M. Liebman. J'invite Mme Marie-Lise Mormina de TVA Nouvelle à poser sa question. Mme Mormina. Bonjour, question sur la problématique de l'itinérance pour la mairesse Plante. J'aimerais savoir, dans un premier temps, vous deviez rencontrer le ministre Lionel Carman pour faire le point sur l'itinérance. Qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre? Et vous avez mentionné 1480 ou 1000, le nombre de places. Là. Il en manque à peu près une centaine. Où vous allez aller les chercher, cette centaine de places additionnelles pour les personnes en situation d'itinérance? Oui, merci, Madame Morlina. Donc, oui, la rencontre avec le ministre Carman hier, avec la présidente du comité exécutif notamment, c'est une rencontre qui était prévue quand même depuis quelques jours déjà. Donc, c'était pour vraiment faire le point sur la situation de l'itinérance. Mais force est d'admettre que la conversation d'hier a également porté sur l'augmentation fulgurante des cas en lien avec Omicron. Donc, je vous dirais que ça a été une rencontre très, mon Dieu, qui est arrivée vraiment au bon moment. Oui, donc pour ce qui est des lits qui manquent, vous savez, c'est vraiment le gouvernement du Québec et le réseau de la santé qui sont en charge de l'itinérance, mais nous, on est évidemment en soutien. Donc, lorsque le gouvernement fixe une cible comme 1550, nous, on est là pour, sur le terrain, les aider à trouver des sites, à travailler avec les organismes communautaires avec lesquels on travaille en partenariat. Donc, on est confiant qu'on va pouvoir trouver les lits qui manquent. Et pour être bien honnête avec vous, si on se fie à la situation qui ne cesse d'augmenter, je ne veux pas ici être brosser un portrait négatif, mais le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Donc, on se prépare déjà pour pouvoir faire face, soutenir la communauté les plus vulnérables, dont la communauté itinérante. Il y a les sans-lits.
Mais s'il y a des éclosions dans les refuges, nécessairement, il va falloir trouver de nouveaux lieux. Alors, c'est là-dessus qu'on planche depuis quelques jours, mais que là, avec les mesures d'urgence, ça nous donne un outil supplémentaire pour trouver des lieux, des haltes chaleur, des refuges d'urgence, comme on le fait pendant la première vague. Merci beaucoup, Madame la mairesse. J'invite maintenant Monsieur Philippe Téchera-Lessard de la presse à poser sa question. Bonjour, Madame Plante, vous m'entendez bien? Très bien. Super. Donc, j'ai deux questions. La première est la suivante. Concernant un éventuel couvre-feu, est-ce que c'est une bonne solution pour tenter d'éteindre la flambée de COVID? Qu'est-ce que vous dites à M. Legault par rapport au couvre-feu? On sait que la dernière fois, vous avez des visions différentes concernant cet enjeu-là. Écoutez, je n'ai pas eu de conversation avec à proprement dit avec le premier ministre concernant le couvre-feu. Présentement, il y a des mesures qui sont mises en place autant au niveau des bars, des restaurants, les différents lieux là, de spectacles et autres, bref, qui fait que les salles, tout ça sera pas va être disponible, si je peux dire, à des heures très spécifiques. Alors, moi, ce que je souhaite, et je vais garder la même position, c'est que si le gouvernement du Québec et la santé publique décidaient de mettre en place un couvre-feu, il faudra considérer la population la plus vulnérable, qui est celle, je parle ici des personnes en situation d'itinérance, et de pouvoir s'assurer on ne les rend pas plus vulnérables encore, étant donné leur position où, ils ont pas nécessairement un toit toujours au-dessus de leur tête, puis la Ville de Montréal, avec les organismes, on travaille très fort pour que tout le monde ait un toit au-dessus de sa tête, mais bien sûr, on veut pas que ça vienne, qu'un couvre-feu vienne pénaliser encore plus. Alors, la position sera la même pour la Ville de Montréal s'il devait y avoir un nouveau couvre-feu. Ma seconde question concerne les employés de la Ville, notamment ceux qui sont affectés au déneigement et aux services d'urgence. On sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, la règle, c'est qu'il y a quand même des rassemblements de 10 personnes maximum permis dans les résidences familiales, notamment pour les fêtes. Est-ce que vous appelez les gens qui travaillent sur le déneigement, les pompiers, les policiers de Montréal à ne pas participer à des rassemblements familiaux pour réduire le risque de bris de service? Mon message aujourd'hui, c'est de dire à toute la population que le vaccin, bien sûr, nous protège. J'ai envie de vous dire, les effets sont en général beaucoup moins importants si Omicron, on attrape le variant, mais on n'est pas protégé complètement, on peut l'attraper. Alors, pour notre santé à nous, mais aussi pour la santé de nos proches, c'est évident que j'interpelle tous les Montréalais et Montréalaises, incluant tous nos travailleurs, à considérer leur plan, à évaluer la situation pour vraiment protéger l'ensemble de nos concitoyens. C'est un variant qui est très contagieux, comme on le voit, et on veut, ce que nous, on va faire, et c'est ce que l'état d'urgence nous permet de faire également, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas justement de bris de service et que grâce au travail du CCMU, comme on le fait pendant les premières vagues, on va être là pour soutenir les travailleurs, travailleuses essentiels, si je peux dire, ceux qui assurent des services, que ce soit au niveau de l'eau, la neige, les déchets et tout ça. Donc, on va vraiment, je demande à tous les travailleurs, travailleuses de la ville, mais honnêtement, je le demande à toute la population. Bien que les consignes du gouvernement demeurent à 10 personnes, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi collectivement qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire pour éviter que nos proches tombent malades. Voilà. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci. Monsieur Félix Lacerte-Gauthier de Québécois. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, parfait. Donc, avec les vacances qui arrivent, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont voyager à l'étranger. Est-ce que pour vous, le gouvernement fédéral devrait interdire les vols ou les limiter? Et est-ce que vous êtes prête encore à mettre des mesures à l'aéroport comme vous l'aviez fait au début de la première vague? Écoutez, je pense qu'à ce moment-ci, encore une fois, moi, j'invite toute la population à ne pas voyager. Il faut pas voyager. Ce n'est pas le bon moment. On voit à quel point le virus, le variant
on le connaît, mais il est encore assez incompris. Là, on est en train, les premiers tests ou les tests, pour bien le saisir, sont en train d'être faits. Alors, je ne peux pas me substituer au gouvernement du Québec ni au gouvernement fédéral, mais j'appelle la population à annuler leur voyage. C'est la bonne chose à faire, non seulement parce que qu'elles seront, on ne sait pas comment les mesures vont évoluer, comment les gens vont revenir au pays, mais ne serait-ce qu'encore une fois dans un contexte de pandémie mondiale, et on doit tous et toutes minimiser la propagation. Donc, à ce moment-ci, je suis de très, très près ce que le gouvernement fédéral va mettre de l'avant. C'est évident que Montréal, en ayant l'aéroport international, c'est très préoccupant pour les gens qui entrent. Et je souhaite qu'on soit le plus vigilant possible et à ce moment-là que le gouvernement du fédéral prenne l'ensemble, puisse selon la situation actuelle prendre les mesures les plus pertinentes et les plus efficaces pour restreindre l'arrivée, mais aussi le départ là, de ce virus-là qui est extrêmement contagieux. Merci beaucoup, Madame la mairesse. J'invite Madame Naomi J'ai une autre Guelpert. question, si vous permettez. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Oui. Donc, juste avant de tester positive, vous avez donné une conférence à la Chambre de commerce. Avec le recul, est-ce que vous estimez que vous aviez été prudente à ce moment-là? Écoutez, je dois dire que je vais en profiter pour dire que je trouve ça très problématique, la façon dont ce dossier-là a été traité ce matin par le Journal de Montréal. C'est un amalgame extrêmement, que je trouve douteux. Parce qu'en ce moment, by the way, aucun journaliste du Journal de Montréal ne nous a contactés. Alors, c'est un article qui a été fait sans même vérifier les informations. Donc, ces deux cas, la Chambre, ces deux événements distincts, là, quand on appelle la santé publique et qu'on leur parle, parce que ça aussi, je pense, ça aurait été la bonne façon de faire du journalisme, efficace, comme il se doit, c'est d'appeler la mairesse de Montréal ou son cabinet et d'appeler la santé publique, parce que la santé publique aurait clairement dit que ce sont deux événements absolument distincts. Donc, de faire un amalgame comme quoi ma présence à un événement aurait un lien avec cette des cas qui ont été émis par ce serait déclaré lors de cet événement-là. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire, mais si on a envie de contacter mon équipe pour faire toute l'histoire, ça va me faire extrêmement plaisir cette fois-ci que ça soit fait de façon rigoureuse, absolument. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Naomi Guelpert du Journal Métro. Bonjour, Madame Plante. Bonjour. Ma question porte une fois de plus donc sur le sujet de l'itinérance. En fait, il y a quand même certains organismes communautaires là, qui affirment qu'il y a certainement plusieurs centaines d'itinérants qui risquent de dormir à l'extérieur cet hiver. D'ailleurs, ils réclament l'ouverture d'un refuge supplémentaire de 150 places depuis juin. On est quand même 6 mois plus tard, donc ma question c'est pourquoi c'est pas encore fait, considérant qu'il y a aussi un refuge pour autochtones là, qui a été annoncé en octobre, qui n'est toujours pas ouvert. Donc quelques mots à ce sujet-là, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Puis notre souhait, c'est que tout le monde ait un toit au-dessus de sa tête. Ça, c'est évident. Comme on l'a montré depuis le début de la pandémie, mais aussi comme je le dis à toutes les occasions, comme quoi il faut cesser de penser l'itinérance ou d'en parler comme un événement saisonnier. Ce sont des besoins qui sont sur toute l'année et auxquels on doit pouvoir répondre. Alors, le gouvernement du Québec et le réseau de la santé a établi une cible de 1550 lits nécessaires pour cet hiver. Maintenant, on est rendu à 1434 là. Donc, il y a une centaine de lits qui manquent. Mais c'est sûr qu'à la lumière de ce virus là, de ce variant qui est si fort et virulent, on doit anticiper qu'il va y avoir plus de personnes il va y avoir un plus grand besoin, en fait, plus de lieux, parce que nécessairement, les gens vont devoir s'isoler, ou en tout cas, il est possible que certains refuges se retrouvent dans une situation, difficile. Alors, non seulement on aide la santé publique et le gouvernement du Québec, dont c'est la responsabilité à trouver des lieux
pour combler le 100 lits qui manquent. Mais c'est évident qu'avec les mesures d'urgence, ça nous permet de réquisitionner, d'aller encore plus rapidement pour pouvoir soutenir de possibles éclosions où là, tout d'un coup, ça serait plus que 100 lits ou en tout cas, il faudrait plus de lieux. Mais 1550 places, c'est tout de même 100 places de moins que l'année dernière, alors que l'itinérance, on sait, ça va pas en diminuant. Est-ce que c'était voulu qu'on réduise un peu le nombre de places comparé à l'année dernière? Non, absolument pas. Et puis, il faut savoir, et là, c'est là où je vous invite fortement à discuter avec le réseau de la santé et le gouvernement du Québec. Ce sont des cibles qui sont établies par le gouvernement du Québec et auxquelles, bien sûr, la Ville répond présent. Alors, nous, on est là. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre monde, là, il y a un lit, c'est ça qu'on veut. Alors, on travaille avec les organismes communautaires, on les soutient, on met en place des initiatives comme par exemple la tente au Square Cabot. C'est essentiellement la Ville de Montréal qui la finance depuis le début. Et ça, on le fait parce que il y avait un besoin. Alors, on a décidé d'être proactif. Donc, la Ville de Montréal, dans le cadre de ses pouvoirs et de ses responsabilités, on agit. Mais encore une fois, à ce moment-ci, avec le virus Omicron qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus fort, l'état d'urgence va nous permettre de pouvoir réquisitionner des endroits pour pouvoir faire des lieux d'urgence ou du moins des refuges pour justement faire face à cette montée des cas, à cette flambée des personnes contaminées. Merci beaucoup, Madame la mairesse. C'est ce qui conclut la période de questions en français. Je vois qu'on a des collègues des médias anglophones avec nous. Alors, je vous invite à lever la main pour poser vos questions en anglais. On va commencer d'abord avec Madame Kate McKenna de CBC. Hi there. I'm just wondering if you could just give us a statement briefly, just repeating some of what you said in French. What's going on and why are you doing it? Yes, I will be reading it this morning because I find that I still feel a bit the symptoms of the COVID. So I'm going to be reading the statement and then we can move forward with questions. Is that okay? Okay. So today I'm announcing that this morning I signed a declaration declaring a state of emergency in the Greater Montreal area. The state of emergency is an additional tool that will allow us to face with agility this period of instability that affects vulnerable people, merchants, businesses in Montreal, families. Based on our experience, we will once again be there to ensure the safety of essential workers in the agglomeration and the entire population of Montreal. Just to give you a few examples of what it creates, what it gives us. So with the state of an emergency, we will be able to purchase protective and screening equipment for essential workers in the agglomeration. And we will be able to enter into all necessary agreement and to set up emergency shelter sites quickly in support of the health network and community organization. Today, the most vulnerable in our society need the healthcare system, the government of Quebec, and the city of Montreal, and we are still here to do that. I would like to highlight the remarkable work of our homeless community resources and social workers. We know that organizations need predictability. That is why on Wednesday, we will double the city of Montreal's budget for homelessness. And we will make sure that in the meantime, right now, that we will add the beds that are necessary having to deal with this increase of cases related to the Omicron variant. So I definitely want to end by saying to all Montrealers that we went through a lot together. We will go through this one again, this wave. I ask you to be very supportive of follow the rules, follow the different measures that are there, and to really decide on the people and events that you're planning on doing this during the holidays, because it is a very contagious variant. So we will go through this together. Once again, I'm very I'm sure of that. Thank you. Thank you very much. Did you have a follow-up question, Kate? No, thank you very much. Thank you.
Thank you. On va passer maintenant à Madame Olivia O'Malley de Global News. Olivia? Hello. Madame Plante, I would like to have you expand a little bit on the resources that are going to be available for the homeless, how many beds, and you said you're also extending the budget. What does that entail total monetary-wise? So the targets for the number of beds during this time of year has been decided by the government of Quebec with the health network, and it's 1,500, 1,550. Sorry about that. Beds, yes, and now there's about 100 missing. So we've been working with the government, helping them to find those sites. That's what we do in the city. We support the government and the health network in finding the resources because we have this expertise and knowledge of different sites available, partners that we can talk to. Everything related to the ground is something we're good at, and we're specialized in. So there's 100 bed missing at this point. That being said, with the number of cases that are just going up with the Omicron variant, we want to be ready if there's an outbreak in a shelter, for example. We will need to isolate people. We will need more beds, more sites, especially more sites. So this is why having the emergency, l'état d'urgence, will help us to be even more faster in creating those extra resources for if there's outbreaks. Thank you very much. Could I have a quick follow-up? Yeah, sure. Will you be testing, or will homeless people be tested, either a rapid test before having to enter these additional shelters? So this is what we're all looking into in terms of what will be put together to support the different shelters. This is definitely what it gives us more opportunities, or at least it gives us more flexibility in doing so. During the first waves, we definitely supported the government and the health network that decided to vaccinate the homeless population fast. That's something we thought it was the right thing to do. And if I think testing should be something that we put forward in shelters for obvious reasons. So we will be able now, with the state of emergency, to even be more proactive, having less to wait, for example, for different decisions. We are more in charge, if I could say, in some decisions. Thank you very much, Olivia. On va passer maintenant à la question de Angela McKenzie de CTV. Angela? Bonjour. Hi, Madame Plante. I just wanted to ask you how you're feeling. I know you're still in isolation. Could you tell us or give us an update on how your symptoms have been, how your recovery is going? Well, thank you. That's very nice. As you can see, I'm a bit low energy, but and my voice is not entirely back. That being said, I feel much better, but I think it's just I think I'm a good example of somebody who do everything that has to be done, respecting all the rules and everything, and just got hit by the variant. And this is why I speak from experience and with my heart when I tell Montrealers to be very vigilant, because it is a very, very contagious variant. So I'm doing fine. And at this point, what I'm hoping is that people will follow the different rules and measures very, very well, because even though we are vaccinated, it's still hitting us, probably less, which is a good thing. That's why we got all vaccinated for. And this is why I encourage people to get vaccinated. It's so important. But so far, I'm doing better. I feel like I'm, kind of coming back. Thank you very much. Thank you so much. Angela? No, that's okay. Thank you so much.
Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à cette conférence de presse virtuelle qui constitue d'ailleurs un excellent exercice en vue de la présentation du budget de mercredi. Alors, je vous souhaite à tous un excellent après-midi et on se revoit très bientôt. Merci. Merci tout le monde.